Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler des mesures du projet de loi climat, notamment en matière de transport. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop, et on commence du coup avec une première mesure, celle de l'objectif de commercialisation de voitures neuves fortement émettrices de CO2 à l'horizon 2030. En fait, les voitures particulières émettant moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre, donc selon la norme NEDC, ou celles qui produisent moins de 123 grammes de CO2 par kilomètre selon la norme WLTP, elles devront représenter au minimum 95% des ventes de voitures particulières neuves en 2030. Ce qui fait que pour les 5% restants, on est sur des voitures qui sont fortement émettrices de CO2. Voilà. Du coup, ça c'est la première mesure dans la matière. On continue ensuite avec l'incitation au développement de parkings relais, ainsi qu'à la mise en place de stationnements sécurisés pour, comment on appelle ça, pour les vélos et engins de déplacement de personnes. En fait, concrètement, on aura des plans mobilité qui vont définir le nombre de places de stationnement dans les parcs de rabattement, à proximité des gares ou aux entrées des villes, et ce, de manière cohérente avec les conditions de desserte en transport public sur le territoire. Aussi, les emplacements de stationnement, ils pourront être réservés sur la voie publique, au profit des usagers de transport public. Voilà. Du coup, on continue avec une autre mesure du projet de loi climat, à savoir la création et la mise en œuvre de zones à faible émission mobilité. Du coup, ça signifie qu'à compter du 31 décembre 2024, il y aura une obligation de création d'une zone à faible émission mobilité, qu'on traduit sous l'acronyme ZFEM, et cette ZFEM, elle concernera principalement les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants. Ensuite, lorsque les seuils sont dépassés, les restrictions à la circulation à mettre en œuvre au sein des ZFEM donc, sont les suivantes. Et là, accrochez-vous, il y aura interdiction des véhicules qui sont considérés comme critères R5, comme critère 5 ou non classés, donc en 2023. Il y aura ensuite, à partir de 2024, une interdiction des véhicules critères 4, 5 ou non classés. Et en 2025, on aura l'interdiction des véhicules critères 3, 4, 5 ou non classés. Si vous préférez, traduction, ça veut dire que plus on avance dans les années, plus l'interdiction d'utilisation de véhicules polluants sera étendue. Voilà, ça veut dire que même si vous avez un véhicule qui est pas trop polluant, eh ben, il pourrait entrer dans le champ d'interdiction et il ne pourrait pas être utilisé dans le cadre d'une zone de faible, comment on appelle ça, une zone à faible émission mobilité. Voilà, vous ne pourrez pas circuler dans ce type de zone avec un tel véhicule. Bon, du coup, je poursuis. Sur un autre point, puisque le maire devra transférer au président donc des intercommunalités ses compétences et prérogatives en matière de ZFEM, parce que juste pour information, on va dire le maire c'était l'autorité qui était en principe compétente pour gérer le fonctionnement de la zone, mais désormais ce seront les présidents des intercommunalités qui seront
en charge de la gestion de ce type de zone. Et pour rappel, les présidents d'intercommunalité, ce sont les présidents de métropole, les présidents de communautés de communes, de communautés d'agglomération ou de communautés urbaines. Voilà, pour histoire de vous faire une petite piqûre de rappel. Du coup, dernier élément à évoquer concernant les ZFEM, le Premier ministre va devoir préciser dans un décret les conditions de dérogation à l'obligation d'instaurer une ZFEM, et notamment lorsqu'il y a un dépassement régulier des normes de qualité de l'air. Alors, parmi les critères de dérogation qui sont prévus, on retrouve entre autres la faible proportion de population exposée au dépassement des normes, ou encore la mise en place d'actions alternatives afin de les respecter dans les meilleurs délais. Bref, sauf dérogation, ça risque d'être encore plus galère pour circuler dans les villes avec des vieux tacos, si vous voulez retenir une seule chose sur cette disposition du projet de loi. Alors, on poursuit notre aventure avec encore une autre mesure, à savoir l'obligation d'expérimenter la création de voies réservées à proximité des zones à faible émission mobilité. En fait, le projet de loi va imposer à titre expérimental et pour une durée de 3 ans la mise en place de voies réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants en covoiturage ou aux véhicules à très faible émission. Et ça va s'appliquer donc dans les ZFEM. Et cette expérimentation, elle sera déployée, donc si je ne dis pas de bêtises, sur une proportion des autoroutes ou routes express du réseau routier national ou départemental hors agglomération, et qui desservent justement on va dire qui desservent une ZFEM. Voilà. Donc je vous rappelle, une zone à faible émission mobilité. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, enfin, chaque création de voie devra faire l'objet d'une évaluation et les résultats de cette évaluation seront rendus publics. Voilà, on aura à mon avis, je pense, une idée de l'impact environnemental que va engendrer justement la création de la voie. Voilà. Un peu de transparence auprès du public, c'est pas plus mal. Après, est-ce que ce sera suffisant là-dessus? Je vous laisse juger. Bon, on continue avec encore une autre mesure, celle de la tarification attractive des trains régionaux. En fait, ce que veut mettre en place on va dire le projet de loi climat, c'est que les régions proposeront des barèmes tarifaires qui inciteront justement les usagers à privilégier le recours au transport collectif. Bon, reste à voir encore une fois si ce ne sont pas des réductions dérisoires et si c'est pas non plus du bon greenwashing des familles comme on sait en faire en ce moment. On poursuit notre périple avec l'objectif de suppression de l'avantage fiscal dont bénéficient les transporteurs routiers de marchandises sur le carburant, donc à l'horizon 2030. En fait, à compter du 1er janvier 2030, on supprime l'avantage fiscal dont bénéficient les transporteurs routiers de marchandises sur le gazole. Et en parallèle, il y aura un soutien à la transition énergétique du secteur des transporteurs routiers de marchandises, histoire qu'on essaie de les accompagner en douceur pour essayer de les encourager à abandonner en quelque sorte le gazole, parce que ouais, à partir du moment où tu enlèves la carotte de l'avantage fiscal, t'as plus tellement intérêt à continuer à consommer du gazole, du moins. Reste à voir si la carotte fiscale va suffire à entamer la transition. Bon. Poursuivons avec la formation à l'éco-conduite des conducteurs routiers professionnels. En fait, dans le cadre de leur formation professionnelle, les conducteurs routiers vont devoir apprendre à conduire dans le respect de l'environnement.
Voilà, un peu comme on essaie de faire pour les personnes qui passent le permis pour, je sais pas, conduire une voiture. Parce que moi, je me souviens, dans mon souvenir, on m'avait donné deux trois types pour justement conduire de manière écolo, avec des guillemets. Mais bon, ça, c'était la petite story time. Mais après, je pense que bon, pour certaines personnes, on va dire que c'est un énième pansement sur une jambe de bois que de mettre en place l'éco-conduite pour lutter contre le climat. Bon, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, on continue avec l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour mettre en place une contribution régionale sur le transport routier de marchandises. En fait, le gouvernement aura la possibilité du coup d'intervenir dans le champ de la loi, donc de prendre des ordonnances. Et ces ordonnances ont pour objectif de, disons, de mettre en place un dispositif dans lequel les régions vont expérimenter la mise en place de contributions spécifiques qui seront assises sur les véhicules de transport routier de marchandises et qui circulent sur les voies du domaine public routier national qui sont mises à leur disposition. En fait, le but de cette contribution, c'est de mieux prendre en compte les coûts qui sont liés à l'utilisation des infrastructures routières. Voilà, bon. Encore une fois, on essaie d'utiliser on va dire la contribution pour essayer de modifier le comportement on va dire, des entreprises du transport routier, ainsi que malheureusement les routiers eux-mêmes. Voilà. Encore une fois, est-ce que le levier fiscal c'est un bon moyen? Encore une fois, je vous laisse me dire ça en commentaire. Bon. On enchaîne encore, et bon, il y a encore quelques mesures, accrochez-vous les juristes, on enchaîne avec la prise en compte des émissions liées au transport dans la déclaration annuelle de performance extra-financière. Donc là, derrière ce gros jargon assez technique, ça veut dire que les grandes entreprises et les grands groupes devront publier des informations qui concernent les postes d'émissions de gaz à effet de serre directs et indirects et qui sont liés à leurs activités de transport, que ce soit en amont ou en aval de l'activité de la société. Et il y a aussi un autre point, pardon, excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. Le projet de loi prévoit aussi que les groupes et les grandes entreprises vont devoir mettre en place des plans d'action afin de réduire les émissions qui sont liées au transport. Bon, après, encore une fois, dites-moi si vous croyez réellement à la bonne volonté des firmes d'être plus écolos, sachant que leur but premier, avant tout, c'est de s'en mettre plein les fouilles. Voilà. Après bon, peut-être que le côté soigner image de marque, etc., et essayer de séduire les consommateurs en essayant de mettre en place des mesures écolo, est-ce que ça va suffire à lutter contre le climat? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes convaincu ou pas du tout. Bon. On continue avec l'objectif de fixation donc d'un prix carbone suffisant pour le transport aérien à l'horizon 2025. L'idée en fait c'est d'envoyer un signal prix auprès des compagnies aériennes en matière de carbone, et le but en fait c'est de les inciter à réduire leur comment on appelle ça, leur émission. Le but en fait c'est de mettre en place un prix carbone qui soit suffisamment dissuasif pour faire comprendre aux entreprises de compagnies aériennes que ça vaut plus le coup de réduire ça leur coûtera moins cher de réduire les émissions plutôt que d'acheter un espèce de droit à polluer à tire-larigot. Voilà. Après bon, j'espère que j'ai pas trop caricaturé le truc. Si vous êtes spécialiste du marché des quotas des émissions, n'hésitez pas à apporter des précisions à mon propos si j'ai été un peu trop caricatural. Mais bon, après c'est pas le seul point concernant justement le prix carbone, puisqu'il y a une piste
une autre piste qui est envisagée par nos parlementaires, c'est de voir si ça vaut le coup aussi d'augmenter en parallèle la taxe sur les billets d'avion afin de réduire le nombre de vols et du coup de réduire les émissions. Bon, pas sûr que ça plaise justement à nous, voyageurs, de voir les billets grimper. Après, encore une fois, le choix entre avoir la possibilité de voyager plus et réduire les émissions de gaz à effet de serre, une conciliation, bref, c'est difficile à concilier. Ensuite, on aborde, et là ça y est les juristes, on arrive à la dernière mesure, et je pense que c'est celle qui est la plus connue d'entre toutes, enfin l'une des plus connues, c'est celle de l'interdiction des vols réguliers en cas d'alternative avec un train d'une durée de moins de 2h30. Alors, sachez que le Premier ministre va devoir prendre un décret pour prévoir des possibilités de déroger à cette interdiction d'utiliser des vols réguliers à partir du moment où il y a un train qui vous permet d'arriver à destination en moins de 2h30. Eh ben, ce que va prévoir le Premier ministre comme dérogation, ça va concerner notamment, du moins en particulier, les services aériens qui assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance, ou encore les services aériens qui peuvent être regardés comme assurant un transport aérien majoritairement décarboné. Donc du coup, il y aura deux possibilités de déroger justement à cette interdiction des vols réguliers, et c'est le Premier ministre, notre cher Jean Castex, qui va devoir se coller à la tâche. Voilà, pour essayer de préciser davantage les conditions de mise en œuvre de ces dérogations. Voilà. Donc tout a été dit, j'espère que cette vidéo sur cette partie du projet de loi climat vous a intéressé les juristes. Est-ce que selon vous ces mesures en matière de transport sont du pur greenwashing dur et dur, ou est-ce que vous estimez que c'est un premier pas encourageant pour lutter contre le climat ? Ou alors, encore une fois, est-ce que vous êtes climato-sceptique et vous en battez littéralement les steaks? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, n'hésitez pas à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, et vous y retrouverez en plus le rapport parlementaire sur le projet de loi climat dans les sources. Et avant de partir, n'hésitez pas à faire un tour sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs pour découvrir encore plus de vidéastes. Bon, sur ce, j'ai tout dit, je vais vous laisser les juristes. C'était Matt DEH sur Villa Droit. Allez, à plus, et je balance l'outro.